Bien, bonjour, rebonjour à tous et toutes. Merci d'être avec nous pour cette séquence où on va continuer à parler de data, bien sûr, de données publiques. Et on va aborder une thématique qui est celle de la santé globale, vue sous l'angle des territoires. L'intitulé de la table ronde, Data, IA, santé globale et environnement, un enjeu majeur pour les territoires. Alors, santé globale, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus, qui vient d'un certain nombre de réflexions internationales. Il y a notamment l'Organisation mondiale de la santé qui a contribué à populariser ce concept, qui est l'idée qu'on doit appréhender la situation de santé de chacune et de chacun en fonction d'un ensemble d'éléments qui ne sont pas que des éléments liés directement aux sujets médicaux. Et pour cela, beaucoup de données sont potentiellement mobilisables. Tout ça repose sur de la data. Alors pour nous en parler aujourd'hui, nous avons avec nous Francky Trichet, qui est vice-président de Nantes Métropole. Nous avons beaucoup d'élus sur cette table ronde. Nous avons 3 élus. C'est l'inverse des tables rondes précédentes. Nous avons Indemad, qui est vice-président de Montpellier Métropole. Nous avons Nathalie Gosselin, qui est maire adjointe de La Roche-sur-Yon, mais qui va nous parler aujourd'hui avec sa casquette de présidente de l'association Réseau Ville. Tu nous diras tout à l'heure de quoi il s'agit. Et nous avons un expert reconnu, Grégoire Mercier, qui est médecin en santé publique et responsable de l'équipe de sciences de données du CHU de Montpellier. Alors, pas pour nous parler nécessairement de Montpellier d'ailleurs, mais d'un projet. C'est un petit peu un hasard qu'on ait 2 Montpelliérains. Merci d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Je vais vous passer la parole à chacun en vous donnant la possibilité peut-être de préciser la présentation très rapide que je viens de faire, en commençant par toi, Francky, parce que Nantes Métropole, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très connu. Vous n'avez pas forcément énormément communiqué sur le sujet. Nantes Métropole a été lauréate au printemps dernier d'un appel à projet très concurrentiel, un appel à projet national, certains d'entre vous le connaissent, Territoire intelligent et durable, qui a récompensé un projet qui s'appelle le projet Synops. Et le projet Synops, c'est un partenariat local à Nantes, associant la collectivité, le monde médical et des entreprises. L'objectif, en un mot, c'est de créer une plateforme de données autour de la santé des habitants. Est-ce que vous pouvez peut-être, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous expliquer comment est né ce projet, parce que d'une certaine manière, son histoire explique aussi la façon dont il est aujourd'hui porté par la collectivité et ses partenaires. Bonjour à tous. Alors ce projet, il est né en fait, et je ne sais pas s'il est dans la salle, vraiment d'une impulsion, d'une réaction au Covid, qui pendant cette crise, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette qui était assez béant et qui nous freinait en fait dans l'analyse, le suivi de cette pandémie, qui était justement dû à un manque d'interopérabilité des données de santé, alors plutôt santé là, liée à la pandémie, à la crise. Et cette personne-là s'appelle Pierre-Antoine Gouraud, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un généticien ô combien brillant et qui travaille beaucoup sur ces problématiques de données en santé, avec des gros travaux. Je vous invite à lire un peu ses propos sur la donnée synthétique, l'anonymisation des données. Donc il est quand même à la fois les mains dans la donnée en termes de génétique et d'enseignants-chercheurs à l'université et au CHU, mais aussi un peu un visionnaire sur comment aujourd'hui on a besoin, pour mener et évaluer des politiques publiques du terrain, des territoires, d'avoir effectivement engagement du croisement de données anonymisées, tout effectivement sur des données sensibles, mais sur lesquelles ces données sont aujourd'hui diffuses et surtout pas du tout interconnectées. Et donc de ce trou dans la raquette sur lequel on a échangé, il avait fait un démonstrateur, comme Pierre-Antoine sait faire, c'est-à-dire avec des makers et pas forcément dans la légalité de ce qu'on peut faire, mais en tout cas qui répondait vraiment à ce suivi, ce qui s'appelait le projet Argos, que je vous invite à découvrir. Et de fil en aiguille, on s'est dit, suite à cet appel à projet, des sollicitations sur, encore une fois aujourd'hui, les déterminants de santé, de façon très très globale. Tu l'as posé la définition de la santé globale. Je pense qu'on peut la refaire, effectivement, cette logique on dépasse le soin, on dépasse la santé effectivement physique et on va sur des problématiques de bien-être, de santé mentale, de rapport à son quotidien, le rapport aux pratiques sportives, le rapport à la nature, le rapport à la qualité d'eau, d'air, pollution sonore. Bref, on est dans la fabrique de la ville qui doit, en fait, lorsqu'on est dans une vision politique, prendre en compte tous ces déterminants de santé pour, encore une fois, accompagner monsieur tout le monde dans ce quotidien et faire en sorte qu'on ait une vraie égalité sur cette ville en pleine santé. Et quand on dit ça, eh ben on se rend compte en rétroactif qu'il nous manque plein
de jeux de données pour à la fois faire de la prospective, à la fois faire de l'évaluation de politique publique. Et ces jeux de données, ils sont aujourd'hui détenus par différents acteurs à l'échelle d'un territoire. Ça peut être l'ORS, ça peut être les gens qui travaillent sur la qualité de l'air comme RP de la Loire chez nous, ça peut être le CHU, ça peut être les praticiens de santé dans les quartiers en proximité. Et ces gens-là n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc sous la dynamique effectivement du projet Synops, il y a à la fois la volonté de créer cet observatoire, au sens plutôt il nous faut un outil fonctionnel qui délivre des vrais services, mais aussi de poser la problématique de la gouvernance de la donnée santé à l'échelle d'un territoire comme celui-ci métropolitain, mais qui pourrait être étendu. Donc on est parti sur une crise qui nous a révélé des insuffisances réelles sur lesquelles on va dire, amplifié le périmètre d'impact pour se dire en fait, pour moi, et petit clin d'œil, effectivement, quand on souhaite les vœux, et surtout bonne santé, on a envie de répondre à cette question et surtout bonne santé globale du territoire. Mais comment on y répond? D'où l'appel à projet. Tout le monde nous attendait à Nantes sur telle problématique, la mobilité. Et on s'est dit non, nous, ça va être la santé globale. Alors, on a été un peu hors cadre, cet appel à projet. Il a fallu qu'on arrive à convaincre pour dire en fait, la santé globale, c'est peut-être le coup d'après du territoire intelligent et durable. Et on peut en reparler. Et on pourrait en reparler tous ensemble. Voilà un peu la jeunesse de ce projet. Merci, merci beaucoup, Francky. Alors, tu as dit quelque chose là à demi-mot. Je ne sais pas, tu as arrêté ta phrase en disant, mais au départ, le prototype en période de crise, c'était peut-être pas tout à fait légal. J'ai bien entendu. C'était pas tout à fait légal. Ouais. Donc, ma question, c'est la suivante. Là, il ne s'agit plus d'être en situation de crise. On sait tous qu'il y a eu des choses en matière de data pendant la situation de crise qui a été un peu compliquée. La CNIL a eu son mot à dire, a même été plutôt coulante sur un certain nombre de choses, faisant même des suggestions pour utiliser mieux et différemment à titre dérogatoire de la donnée pendant la crise. Mais là, on n'est pas en situation de crise. Vous tirez des enseignements de cette situation de crise en construisant un dispositif de partage, d'échange, de mise à disposition. On sait que quand on parle de santé globale, il y a des données environnementales, tu en as parlé, sur la qualité de l'air, évidemment, ça a une incidence sur la santé et c'est de la donnée publique qui est en open data, ça pose aucun problème. Mais on imagine qu'à un moment donné, vous allez aussi croiser avec des données de santé, peut-être des données individuelles, peut-être des données ciblées. Comment est-ce que, en quelques mots, tu peux nous décrire le projet? Quels sont les axes de travail qui figurent dans ce dossier pour construire ce projet Synops dans la légalité? Alors quand je disais illégal, c'était pas illégal dans la loi, c'était illégal dans la façon et la rapidité et on va dire le groupement qui a pu être sous-jacent à Argos. Alors le premier sujet pour moi, c'est en fait la nature de la donnée qui, comme tu le dis Jacques, il y a une variété de données qui sont parfois simplement accessibles et se pose les données sensibles, les données propriétaires. Et on voit aujourd'hui sur la donnée de santé, notre ambition, c'est pas de faire un entrepôt centralisé de la donnée dans lequel chacun des acteurs viendrait dupliquer, répliquer. On est plus sur une logique effectivement de coopération, chacun reste propriétaire de sa donnée, quoique il va falloir parfois aussi qu'on pose des trajectoires de commun sur des données santé. C'est pas facile pour ceux qui connaissent un peu le sujet. On voit bien qu'on arrive vite à des sujets qui peuvent être complexes parce que c'est un sujet qui est très peu aujourd'hui étudié. Et c'est pour ça que j'aime bien ce projet-là sur la santé globale, parce que justement là, on pose des vrais sujets éthiques sur des trajectoires, sur de la donnée sensible qui touche... alors évidemment, tout est anonymisé, voire avatarisé. Donc on est sur des standards, on va dire, on ne peut pas retrouver quelqu'un, quoique quand je parle anonymisation, avatarisation, ça veut dire que si on va jusqu'à l'avatarisation, c'est que toute ressemblance avec un personnage est purement fortuite, virgule ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on est anonyme, on peut potentiellement recroiser de la donnée et passer d'une anonymisation à quelque chose de plus ciblé parce qu'on va trouver une faille qui va permettre justement, d'où l'avatarisation, qui permet de travailler sur des cohortes de jeux de données, qui permet de s'assurer qu'on n'aura pas un retour sur l'individu. Donc quand je dis ça, ça veut dire qu'effectivement, il y a des vraies problématiques devant nous sur lesquelles on n'a pas de réponse. Et c'est ça que j'aime bien dans cette logique de projet, c'est qu'on est sur un vrai projet dans lequel cette gouvernance de la donnée partenariale, elle n'est pas facile. Il y a des sujets qui sont très simples, tu l'as dit, interopérabilité sur de la donnée ouverte. Alors, je n'ai pas dit que c'était simple, l'open data, ce n'est pas forcément très simple parfois, mais quand même. Et il y en a d'autres sur lesquels on touche des choses beaucoup plus sensibles, sur lesquelles il va falloir aussi, d'un point de vue juridique, qu'on puisse avancer collectivement et avoir une trajectoire de données d'intérêt commun à l'échelle du territoire, mais peut-être à l'échelle plus nationale si ce type de projet peut voir le jour aussi ailleurs, parce que c'est l'enjeu du sujet, et sur lesquels on va se donner le temps de créer effectivement ces consortiums. Par contre, le vrai sujet, c'est il n'y a pas de centralisation d'entrepôts de données qui serait en fait l'aspirateur de toutes les données qui seraient distribuées et sur lesquelles aujourd'hui on a vraiment une approche radicalement différente. Chaque donnée reste là où elle est.
avec la propriété qui est la sienne, mais nous, ce qu'on cherche à travailler, c'est l'accessibilité à ces données et, on va dire, la sublimation des données associées avec tout un tas d'algorithmes et de services qu'on va créer, parce que l'idée, c'est pas juste d'avoir un observatoire diagnostique, c'est aussi à un moment donné d'aller faire en sorte qu'on ait le quotidien de monsieur, madame, tout le monde dans la métropole, qui puisse se dire j'active ma donnée ou je m'engage sur effectivement améliorer la qualité de données de tout à chacun parce que, par exemple, je vais utiliser une application qui va faire en sorte de réduire mes déplacements ou en tout cas de, on va dire, adapter mes déplacements du jour en fonction de la qualité de l'air ou des pics de pollution sur un quartier particulier. Merci, effectivement, vous avez des cas d'usage très concrets en appui de cette plateforme. Alors, on va s'écarter du projet pour évoquer un deuxième point qui est celui de la manière dont on fait travailler ensemble des acteurs sur un sujet comme celui-ci Pardon. On n'est pas dans l'ordre qui était prévu. C'est toi, maintenant. Ouais. Excusez-moi, petite perturbation. Il y a un écart entre le PowerPoint et le conducteur. Le sujet, c'est de regarder quelle est la manière de mettre en musique dans un territoire des acteurs qui ne travaillent pas toujours ensemble, des acteurs qui se mobilisent globalement pour un même sujet qui est celui de la santé globale. Et In, je vais te demander de nous raconter un petit peu un projet montpelliérain qui s'appelle la Med-Vallée, de voir comment cette dynamique écosystémique a pu être engagée et ce que cela recoupe aujourd'hui très concrètement à Montpellier. Bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, effectivement, Med-Vallée est un projet qui est né, un projet de territoire lancé par Mickaël Delafosse à son arrivée à la présidence de la métropole de Montpellier. C'est une ambition partagée qui fédère tout un écosystème autour d'une identité affirmée, faire de Montpellier un pôle de santé globale, un pôle d'excellence en santé globale, un pôle mondial d'excellence en santé mondiale. Et donc, c'est une stratégie de croissance économique de territoire pour développer l'emploi, évidemment, et améliorer la santé. En fait, il s'agit d'un projet qui vient au croisement de 3 filières d'excellence à Montpellier, à savoir la santé, l'alimentation et l'environnement, et qui mobilise des acteurs scientifiques, académiques, des entreprises et des partenaires institutionnels. Tout d'abord, la santé, elle est ancrée dans l'histoire de Montpellier puisqu'elle accueille la plus ancienne faculté de médecine au monde encore en fonction. Et à cela s'ajoute l'innovation et l'entrepreneuriat qui sont deux marqueur très fort aujourd'hui puisque nous avons un incubateur public, le Business and Innovation Center, fondé en 87, qui fait partie aujourd'hui du top mondial des incubateurs, dans le top 5 des incubateurs au monde. Montpellier compte aussi aujourd'hui la plus grande communauté de scientifiques internationales, avec tous les organismes de recherche nationaux qui sont présents à Montpellier. 32 000 étudiants en santé et 2700 chercheurs. Donc c'est un terreau très fertile pour développer des emplois porteurs de sens et qui couvrent la santé globale avec l'alimentation et l'environnement. On a également le siège du CGIAR qui est un siège de recherche agronomique mondiale, qui est une parfaite illustration aussi de la reconnaissance de Montpellier sur le plan international. Autre illustration, notre université est classée 3e en écologie université au monde. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, les crises sanitaires nous ont rappelé que le soin est une question sociale et politique. Et Med-Vallée vise tout simplement à mettre la santé de nos concitoyens au cœur de nos ambitions en embarquant tout cet écosystème académique, de recherche scientifique, institutionnel et des entreprises, évidemment. À la gouvernance de Med-Vallée, il y a la métropole, bien sûr, mais aussi l'État et la région qui investissent, qui ont mis en place un fonds pour aller justement à la recherche de cette souveraineté perdue, à la fois sanitaire, économique. Et donc,
Nous avons aussi conforté le triptyque de Muse, nourrir, soigner, protéger, puisque ce sont là les enjeux de demain, les grands défis. Et c'est aussi la devise de Medvalley. Donc on favorise le lien entre la recherche et les écosystèmes d'envergure nationale et internationale. Et on incarne avec Medvalley un objectif clairement affirmé de se positionner donc, à l'échelle mondiale comme un pôle d'excellence en santé globale. Sur l'écologie et aussi l'alimentaire, nous avons des objectifs clairement affirmés et notamment d'avoir une meilleure prise en charge de nos concitoyens, que ce soit en étant une collectivité exemplaire dans la prise en charge de l'alimentation de nos enfants à travers les cantines, dans le parcours de soins de nos concitoyens et dans la prise en compte de la qualité de l'air. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir pas mal de pépites, dont CanopyMed ou Predict, qui nous permettent de travailler, d'être à la pointe sur ces sujets-là. Donc on est vraiment sur 3 filières d'excellence: santé, avec la plus ancienne faculté de médecine au monde, alimentation et environnement, avec un classement mondial des universités. Donc de la recherche, des entreprises. La Medvalley, c'est un espace donné, c'est un lieu géographique. Comment est-ce que ça se matérialise concrètement en termes de dynamique du territoire? Alors effectivement, c'est aussi un projet de territoire à une échelle urbanistique, je dirais, avec une polarisation de ces acteurs au nord, qui permet aussi de rééquilibrer notre territoire qui a toujours eu une extension vers la mer. Et aujourd'hui, on a ce croissant au nord qui favorise les échanges et l'interdisciplinarité de ces filières par la proximité et l'implantation d'entreprises évidemment labellisées, mais lorsqu'elles portent des innovations de rupture qui répondent à cet enjeu de santé globale. Merci beaucoup. Nous allons changer d'échelle. On a parlé de métropole, Nantes, Montpellier. Nous allons maintenant faire un focus, alors dans le bon ordre, pardon, faire un focus sur les quartiers, parce que la data, elle est disponible à grande échelle. Francky évoquait même la possibilité que peut-être un démonstrateur local puisse servir à l'échelle nationale. Mais la data, ça permet aussi de cibler, de zoomer et de descendre à l'échelle des quartiers. Donc Nathalie Gosselin, tu vas nous parler d'un programme que certains d'entre vous connaissent, qui a déjà été présenté dans le Salon de la Data, qui est le programme Data et Quartier, mais avec un focus spécifique dans ce programme Data et Quartier sur un sujet lié à la santé, et notamment le fait que vous ayez pu utiliser de la donnée pour préparer des actions de prévention en essayant de modéliser de façon prédictive le non-recours à la C2S. La C2S, c'est ce qui a remplacé la couverture maladie universelle, et c'est l'idée que si des personnes dans ces quartiers, dans ces QPV, n'ont pas de couverture sociale, ça aura un impact négatif à terme important sur leur santé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer comment la data a été utilisée? Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, alors, je voulais juste faire un petit focus sur la présentation de Réseauville. Donc, c'est un centre de ressources politiques de la ville qui accompagne, alors sur la région Pays de la Loire et Bretagne, donc qui accompagne les collectivités dans la mise en place de leur politique de la ville, mais aussi de l'animation. Il y a maintenant, donc c'était en 2019, donc on remonte un peu en arrière. La politique de la ville donc, se réunit très souvent entre acteurs et on essaie de travailler sur des innovations et des possibles évolutions au niveau de nos politiques. Il faut savoir que le bureau de Réseauville est constitué que d'élus des grandes villes de l'Ouest en matière de politique de la ville. Donc les données en 2019, on commençait déjà bien à comprendre un peu les sujets, surtout tout ce qui était Smart City, mais ça concernait effectivement souvent les centres-villes principaux. Et là, l'idée, c'était de se dire, et pourquoi pas les quartiers? Effectivement, aujourd'hui, les politiques sociales échappaient un petit peu à la règle des données. On utilisait très peu finalement de données, ou les données de l'INSEE qu'on utilisait régulièrement, mais qui n'étaient pas toujours très à jour.
Voilà, je le dis, j'espère qu'il n'y a personne de l'INSEE. Mais ça, c'était une réalité et ce n'était pas un réflexe. Et comme tu l'as dit, Francky, c'est le Covid. Donc en plus, on a lancé ça en 2019. Donc vous voyez, tout s'est précipité. Le Covid, effectivement, est arrivé. Et là, clairement, les élus, ça nous a quand même beaucoup ébranlés dans le sens où on est devenu un petit peu aveugle sur nos quartiers. On ne savait pas trop ce qui s'y passait, tout simplement parce que c'est beaucoup de terrain. Et aujourd'hui, les données qu'on avait à dispo ne servaient plus à rien. Et là, il a été, donc on était tous d'accord pour dire qu'il faut absolument qu'on travaille sur ces données avec des groupes de travail sur des thématiques qui sont directement liées à nos problématiques des quartiers. Donc on a travaillé sur la mobilité, bien sûr, sur l'emploi, mais plus précisément donc sur la santé. Alors sur la santé, sur 2 thèmes qui, à mon avis, sont liés. Donc, est-ce que le Covid avait plus d'impact sur des personnes habitant dans des QPV? Donc, est-ce que c'est une population plus fragile face au Covid? Et ensuite, effectivement, le non-recours à la C2S. Alors, les deux sont liés tout simplement. Alors, on a entendu beaucoup de polémistes de mauvaise langue dire c'est normal dans les quartiers, ils ne respectent pas ils respectent pas le couvre-feu. Donc voilà, on a entendu beaucoup de choses là-dessus, sauf que effectivement, donc on a croisé des données avec, donc on a croisé des données publiques-privées. Donc c'est ça qui était intéressant aussi dans Data et Quartier, donc avec évidemment l'INSEE, mais aussi l'ARS. Alors l'ARS, pour vous dire donc les difficultés pour obtenir des données, par exemple avec l'ARS, inutile de vous dire qu'ils étaient un peu occupés à autre chose en plein Covid, donc ça a été difficile d'obtenir des éléments, et puis chacun n'est pas tout à fait au vu et au fait des fichiers de données. Et en fait, donc, on s'est aperçu tout simplement en croisant différentes données, c'est que sur les quartiers, donc, on a de la surpopulation. On ne vit pas le Covid dans un 3 pièces avec 5 enfants en haut d'une tour, comme on va le vivre les pieds dans l'eau ou dans une maison avec jardin. Donc c'est de surpopulation, mais aussi des fragilités de santé. On a vu qu'on avait beaucoup plus de personnes qui étaient, par exemple, diabétiques, asthmatiques, Je suis en train de perdre tous mes documents. Mais c'est gentil, merci. Super, merci. Et donc, tous ces blocages mis bout à bout, effectivement, on s'est aperçu que sur les quartiers, la Covid était beaucoup plus virulente, on va dire, tout simplement parce que des personnes aussi vieillissantes et puis éloignées de cette C2S, justement. Donc le non-recours, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même très, très technique. On a fait appel effectivement à des entreprises qui ont pu traiter ces données-là. Et clairement, le non-recours à la C2S, alors dans les quartiers prioritaires et non prioritaires, alors effectivement, est plus important dans les quartiers non prioritaires. Mais en même temps, dans les quartiers prioritaires, il est bien mieux, on va dire, anticipé et surtout accompagné. Alors, ça corrobore aussi le fait que les centres de ressources politiques de la ville et les collectivités mettent en place des accompagnements auprès de la population, justement pour les emmener vers cette C2S. Mais ce n'est pas une généralité et on voit bien que les gens sont aussi éloignés au niveau de la santé et ce non-recours est directement lisible face aux quartiers prioritaires. Merci beaucoup Nathalie. Pour celles et ceux qui veulent voir dans le détail la façon dont les données ont été collectées, quartier par quartier, et la manière dont des modèles algorithmiques ont été ensuite utilisés à partir des quelques visuels que vous voyez ici, il y a donc un livre blanc qui est disponible, téléchargeable, où l'ensemble des méthodologies data et algorithmiques ont été détaillées. Vous avez continuer après ce premier programme et Réseauville est aujourd'hui impliqué dans d'autres projets avec de la data qui ne sont plus dans le programme Data et Quartier et qui ont à voir aussi avec la santé. Et je crois que tu souhaitais nous parler d'un travail mené sur les problématiques climatiques dans les QPV. Tout à fait. Donc on a tous vécu les épisodes canicules. Alors inutile de vous dire, sur les quartiers, ça a vraiment eu des impacts sur des personnes déjà fragilisées. Et donc là, aujourd'hui, Réseauville travaille avec 4 grandes collectivités de l'Ouest sur quartiers en transition, où justement on travaille sur des données environnementales pour améliorer justement tous ces îlots de fraîcheur qui ne sont pas toujours présents sur nos quartiers. Donc avec des données, donc on passe par l'observatoire Théo,
Mais aussi, on va utiliser des données satellites pour justement identifier les zones de chaleur sur différents quartiers. Et de là, on va essayer de mettre en place des vraies solutions aux habitants. Par exemple, les diriger vers des îlots de fraîcheur avec des solutions ou sur au niveau des collectivités, des endroits où on peut trouver de la clim ou même tout simplement une aide, que ce soit santé ou une aide administrative. Et donc, on est en train de travailler sur toutes ces données-là. Alors, ça amène d'autres problématiques parce qu'effectivement, on a bien vu, les gens finalement sortaient beaucoup plus tard le soir et se retrouvaient sur des îlots de fraîcheur qu'ils avaient plus ou moins interprétés et vus, sauf que ça crée d'autres problèmes parce que les gens sont dehors plus tard le soir. Donc, on a eu des problèmes un petit peu d'insécurité. Donc, voilà, il va falloir un petit peu jauger tout ça et peut-être faire des parcours au sein des quartiers pour les emmener vers des îlots de fraîcheur un peu plus délimités et plus orientés, en fait. Donc là, alors ce qui est intéressant en fait sur ce nouveau travail, c'est que les équipes de Réseauville nous ont dit, de toute façon maintenant, on ne peut plus monter un dossier, un projet, sans s'appuyer sur de la data. Donc en fait, ça y est, c'est devenu un réflexe pour l'équipe de Réseauville, mais aussi pour le reste, parce qu'on l'avait présenté aussi au Conseil citoyen de Nantes, qui avait reçu vraiment l'information. Alors c'était par visio, parce qu'on était encore en confinement, et ils avaient vraiment trouvé ça super, parce que c'était très parlant, et ça donnait à voir des choses qu'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu. Donc clairement, je pense que voilà, ça a éclairé un petit peu tout le monde sur ces sujets. Et on n'a pas parlé des clauses data, mais donc Réseauville a travaillé aussi sur des clauses data. On a eu énormément de rendez-vous dans les différents ministères. Et donc, on a présenté des clauses data. Alors, pourquoi ces clauses data? Moi, ce que je vois surtout, c'est que ça nous permettrait, parce qu'on a un vrai problème pour... Alors, un problème, c'est un grand mot. Des clauses data pour les futurs contrats de ville qui sont en cours de négociation. Exactement. Et l'idée, ce serait de faire les co-signataires en fait, de cette politique de la ville, co-signeraient ces clauses pour nous permettre d'avoir plus facilement accès à certaines données. Parce que ça, c'est pas toujours simple. On va y revenir avec l'ensemble de nos panélistes. C'est la question justement de cet accès aux données. Mais auparavant, je vais passer la parole à Grégoire Mercier. Nathalie évoquait des expérimentations autour des îlots de chaleur dans certains QPV, quartier par quartier, et vous avez travaillé de façon beaucoup plus globale, mais dans un autre contexte que je vais vous laisser nous expliquer sur ces îlots de chaleur à travers un programme qui s'appelle Pacte Chaleur, qui a été lauréat. On en a plusieurs lauréats autour de nous cet après-midi, lauréat d'un appel à projet qui est l'appel à projet Green Data for Health. Merci beaucoup Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors pas îlot de chaleur, mais vague de chaleur, disons. La genèse de ce projet Pacte procède en fait de deux tendances. La première qui a déjà été rappelée ici, si on veut correctement traiter les questions de santé, il faut s'éloigner du soin et aller vers la prévention, la promotion de la santé. Donc c'est devenu un lieu commun, mais en pratique c'est complexe. Et il faut aussi aller vers le sujet de la santé globale, dont la santé environnementale. Si on prend le sujet des vagues de chaleur, simplement pour avoir un ordre de grandeur en tête, le scénario central du GIEC, c'est en France, d'ici 15 ans, 3 à 5 fois plus de journées de vagues de chaleur et qui vont commencer plutôt début mai pour finir début octobre, voire fin octobre. Donc on est vraiment sur un sujet majeur. La deuxième tendance, c'est la nécessité de sortir de l'hôpital. On a un système de santé qui est très centré sur l'hôpital, on le sait, il fonctionne très bien sur ce versant-là. Mais dès qu'on va dans ce qu'on appelle les soins primaires ou les soins premiers, c'est plus complexe et il y a un sous-investissement. Pourquoi je parle de ces deux points? Parce que la première discussion qu'on a eue avec Pacte Chaleur, c'est le docteur François Carbonel, qui est médecin généraliste, dans la région de Montpellier et qui, en discutant comme ça de façon impromptue, nous a dit, nous, généralistes, nous, soins primaires, disons, il faut qu'on s'empare de ce sujet de la santé environnementale, mais on n'a pas l'ombre du début d'un outil qui nous aide à faire ça et on n'a aucune donnée. Il m'a donné un exemple simple, il m'a dit, moi, je suis incapable de te dire sur les communes dans lesquelles les patients que je suis habitent, est-ce que ce sont des communes pour lesquelles le risque vague de chaleur est particulièrement important ou pas? Donc il y avait vraiment un besoin qui partait des soins primaires. Et donc, de fil en aiguille, et avec un peu d'opportunisme aussi, et en répondant à cet appel à projet justement Green Data for Health, donc ministère de l'Environnement, ministère de la Santé, et je simplifie les noms pour aller plus vite,
On a répondu, on a candidaté, on a pu en faire un projet national. On a monté un consortium dont vous avez peut-être les logos, logos des principaux membres de ce consortium, en s'appuyant sur l'écosystème montpelliérain qui a été expliqué par Indemad, sur la santé, mais aussi sur l'environnement et à la fois universitaire et institutionnel. Et on s'est dit, montons un projet pour développer un outil pratique au service des professionnels en soins primaires sur la santé environnementale. Le premier en France. Avant nous, en France, il n'y avait aucun outil destiné aux soins primaires qui mette à disposition de la data, des indicateurs sur le sujet. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais on est allé chercher un certain nombre de données pour bâtir cet indicateur. On s'est inspiré de ce qu'avait fait la ville de New York en 2015 sur le même sujet exactement. Grosso modo, on a des données qui sont des historiques de température à l'échelle de la commune. Petit sujet, Jacques, évidemment, les données de température, on ne les a pas récupérées auprès de Météo France, mais je reviendrai dessus. Des données sur la couverture végétale des territoires, des données sur la déprivation socio-économique, parce qu'évidemment, pour tout un tas de sujets, c'est majeur, et puis des données quand même sur le bâtiment, c'est-à-dire le taux d'équipement en climatisation des logements. On a agrégé ces données à l'échelle de la commune et on a ensuite travaillé et donc développé cet indicateur qui permet, je ne sais pas si on a la carte là, voilà, d'afficher à l'échelle de la commune la sensibilité, la vulnérabilité du territoire face à ce phénomène vague de chaleur. Donc vous allez me dire, évidemment, on a un gradient nord-sud parce qu'il fait plus chaud dans le sud de la France. Je vais vous répondre que oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça qui explique la carte que vous voyez. Il y a la composante socio-économique, habitat, et couverture végétale. Donc c'est un indicateur qu'on a développé pour la France entière, qu'on a mis à disposition sur une plateforme qui s'appelle Atlas Santé, que vous connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas dans le monde de la santé, mais c'est une plateforme qui est utilisée par les agences régionales de santé, donc c'est une plateforme nationale, institutionnelle. Il est en accès libre. On a aussi un data paper qui a été publié, donc c'est tout à fait facilement, je dirais, réutilisable. Et il y a des perspectives aussi pour aller un petit peu plus loin, pour peut-être perfectionner cet indicateur, le décliner sur d'autres enjeux. Voilà en quelques mots, Jacques, la genèse et la présentation de cet indicateur. Merci beaucoup Grégoire. Je trouve qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est de voir que vous partez d'un point de départ différent, construire des outils au service des politiques portés par les collectivités, construire des outils pour répondre à la demande et aux besoins des médecins, mais on peut avoir, en survolant les choses un petit peu rapidement, le sentiment que tout ça, ça converge, et pourtant les projets partent d'un point de départ différent, avec certainement des stratégies d'acteurs également qui sont différentes, des ressources qui sont mobilisées qui sont différentes. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si tout ça, ça doit converger, ça peut converger. On reviendra après sur la question de l'accès aux données. Aujourd'hui, le projet PACT, Grégoire, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi utilisé par d'autres acteurs que les médecins, ou c'est vraiment un service à l'attention des médecins utilisé que par le monde médical ? Alors c'est une excellente question et un peu douloureuse parce qu'on fait de l'open data quand même en silo, un petit peu en France. Moi, donc je suis issu du monde de la santé, c'est la première fois que je viens au salon Data Publica, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Je découvre un écosystème, je découvre des sources de données, je découvre des dynamiques, j'avais entendu parler de Synops, mais voilà. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans cette direction, c'est-à-dire que PACT pourrait tout à fait être mis à disposition sur un outil ou sur une interface peut-être plus facile à utiliser par une collectivité locale que la plateforme Atlas Santé qui a été designée pour une ARS. Donc aujourd'hui, la réponse, Jacques, elle est négative. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, alors on a des discussions, mais parce qu'on est proche avec la métropole de Montpellier, la ville de Montpellier, et ils connaissent le projet, mais sinon, non, il n'y a pas d'usage. Alors que de mon point de vue, c'est extrêmement important en termes de priorisation, en termes même d'aménagement du territoire, en termes, pourquoi pas aussi, de définition de politique publique, etc. Mais voilà, les choses étant ce qu'elles sont, pas encore. Je pense que c'est effectivement très très intéressant de raisonner de la sorte. J'entends un petit peu une dissonance cognitive là. Open data siloté, ça paraît un petit peu particulier, mais je pense que ça peut rester parmi les mots qu'on va retenir
en compte-rendu de cette journée. Avant de laisser la parole à la salle pour des questions, je voudrais me retourner à nouveau vers vous pour justement poser cette question de l'accès aux données, des difficultés possibles et des moyens que vous avez pu, les uns et les autres, trouver. Nathalie, tu as évoqué déjà la perspective des closed data. Francky, tu as parlé de données de nature et de statut tout à fait différents. Et puis peut-être, Grégoire, je me permets de te laisser le micro encore un instant pour que tu nous parles un petit peu des données de Météo France. Parce que dans le monde de la data, Météo France, allez, je caricature un peu, mais on sait que c'est les prochains sur la liste. Ils vont être obligés de mettre beaucoup de données en open data. Il y a eu l'INSEE, l'IGN, bon, je caricature un petit peu, je m'en excuse pour celles et ceux qui sont directement impliqués sur ces projets. Comment ça s'est passé pour récupérer ces données de température sur la France entière? Alors, pour le besoin du projet Pacte, on avait besoin d'une information simple, c'était des moyennes de température maximales, estivales, par commune en France métropolitaine. Donc moi, un peu naïvement, je me suis dit, il n'y a pas plus simple comme requête auprès de Météo France. Le problème, c'est que Météo France accepte de travailler. Je ne veux pas leur jeter la pierre, surtout qu'ils ne sont pas là pour se défendre, mais on a de très bonnes relations avec eux dans le cadre de projets de recherche. On fait une collaboration recherche, on fait une publication, on les associe, on a des données à disposition de manière gratuite, ça se passe extrêmement bien. Là, on n'est pas dans un projet de recherche, on est dans un projet de développer un indicateur qui ensuite va être mis à disposition. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Voilà, pour plein de raisons. Et donc, on a utilisé des données du programme Copernicus européen, donc des données issues de mesures satellitaires. Ce qui a tout à fait répondu à l'enjeu qu'on avait, mais ça a été une surprise et ça a été aussi un surcroît de travail sur le plan technique, évidemment. Mais c'est pour illustrer le fait que même ce sujet qui paraît simple, c'est-à-dire avoir des historiques de température, on n'avait pas besoin de modèles très complexes, c'est en fait compliqué. Après, moi, je connais les contraintes de Météo France. Je sais qu'il y a des mouvements et probablement des négociations en cours et que ça va s'améliorer. Mais c'est quand même quelque chose, je trouve, d'assez intéressant. Merci. Sur cette question de l'accès aux données, Francky, tu souhaites nous dire un petit peu ce qui est prévu ou ce sur quoi vous réfléchissez pour Synops? En fait, pour moi, il y a deux sujets, l'enjeu des clauses, et je rejoins effectivement, je crois aussi à la vertu des clauses, qui sont aujourd'hui un acte, en tout cas dans l'univers des collectivités, qui peut, à un moment donné, formaliser la nécessité ou peut-être le droit à un accès. Je ne dis pas le droit à un accès parce que c'est peut-être trop fort, mais en tout cas la nécessité d'avoir un intérêt à l'accès. Et le deuxième chose, je pense qu'il faut passer par le faire. Moi, j'aime bien l'idée... ce que vous dites est assez intéressant. Je ne connaissais pas le sujet, je suis allé voir en fait sur le site. Et il y a plein d'autres outils. Et ce que vous dites en disant passer directement par PACS plutôt que d'intégrer Atlas Santé, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous irez voir Atlas Santé, je vais juste découvrir en même temps. Désolé, des fois je ne suis pas très bien, mais j'aime bien voir tout de suite. Et on voit bien qu'il y a plein de choses, mais qui, à mon avis, vont être difficiles à récupérer. C'est pour ça que je regarde des fois les équipes et je pense qu'il vaut mieux aller directement par PACS. Et je crois qu'il faut passer par le faire parfois. Et la voie des territoires peut être intéressante sur ce sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on trouve un commun sur certains sujets au niveau de la donnée qui peuvent interagir avec de la donnée, on va dire, dite centralisée, régalienne, je ne vais pas dire d'État, parce qu'il n'y a pas forcément d'État, mais en tout cas de la donnée à une portée, à un périmètre national, sur lequel parfois on a du mal à jauger, l'exemple est très très bon, et sur lesquels nous, on peut aussi à un moment donné, en termes de force des territoires, d'alliance des territoires, par le faire, et pas juste par la clause. Les deux ne sont pas opposables, mais la clause data est bien. Et l'appel est très bon et je m'engage effectivement à le soutenir, mais c'était déjà fait. On l'a fait, nous, sur la clause data, sur l'éthique, sur les chartes métropolitaines de la donnée. On voit bien qu'on travaille bien sur ces sujets. Mais pour aller justement sur cette logique de gouvernance, d'accessibilité à la donnée, on va dire d'en haut, venu du bas qui va aussi irriguer là-haut, on a peut-être des alliances par projet à faire. Et je lance un appel. Effectivement, peut-être on pourrait travailler à la consolidation de jeux de données par les territoires, pour ceux qui seraient intéressés, pour se dire, on a peut-être à un moment donné, là, travaillons ensemble, allons à la conquête de financement ensemble, pour effectivement montrer par le faire, et pas juste par la nécessité de se dire qu'on est capable aussi, nous, dans les territoires, d'avoir en fait de la donnée dont l'État a besoin. C'est ce que tu avais réussi à démontrer, mais même si, ou l'État, enfin je ne veux pas caractériser l'État, en tout cas sur une dimension nationale qui s'avère nécessaire, quel que soit l'État ou un organisme affilié, et sur lesquels peut-être nous, on doit aussi être plus en exigence. On va vous montrer qu'on est capable de le faire et que quelque part, ça vient des territoires. Et on va dire d'une alliance, d'une force des territoires. Donc,
Voilà, pour répondre, deux logiques, une logique de clause très formelle sur laquelle on peut prendre les clauses, s'en inspirer et les mettre dans nos marchés, et je pense qu'il faut le faire. S'il y a plein de gens des territoires, allons-y, solliciter les territoires, il faut le faire. Et peut-être le coup d'après qui est de se dire, nous aussi on va peut-être co-générer et vous montrer qu'on a de la donnée qui vous est indispensable. Très bien. Nathalie. Et la santé globale peut être un excellent vecteur sur ce sujet-là. Pas le plus simple. Pas le plus simple, mais bien conscience qu'on n'est pas sur le sujet sur lequel les conditions d'accès et de mise à disposition des données est le plus simple par rapport à d'autres thématiques. Alors, on a une dizaine de minutes pour des questions, des réponses. Et on va faire circuler le micro. Attendez d'avoir le micro en main pour poser votre question, parce que sinon, celles et ceux qui nous suivent à distance ou celles et ceux qui visionneront l'enregistrement n'auront pas votre question. Alors, Romain, tu peux... Ah, pardon. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Donc, c'est une question pour Grégoire Mercier. Donc, on a bien vu le travail sur les vulnérabilités des territoires et la carte finalement de ce qui s'est passé. Et ma question, c'était finalement, on a beaucoup de données, on sait ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a commencé à se projeter, à faire des prédictions, à avoir peut-être tester des modèles de séries temporelles, ce genre de choses, où on peut éventuellement se projeter peut-être l'année d'après ou peut-être dans 2 ans, 3 ans, et avoir une vision peut-être un peu plus claire des zones potentiellement à risque, pas forcément tout de suite, mais à horizon 2, 3, 4, 5, 10 ans. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Pardon, Corentin Jégu, donc je travaille à la Software République. Merci. Merci pour votre question. Alors, on n'a pas fait de modèles prédictifs, ce n'était pas l'objectif. On est sur des choses qui sont relativement stables, à part la température, mais on a pris un historique long. Le reste est relativement stable. On pourrait effectivement, sur la composante température, mettre derrière les modèles climatiques, par exemple de Météo France. Et ça permettrait d'avoir une vision un petit peu dans le futur. Mais encore une fois, le besoin qui était exprimé par les médecins généralistes, c'était du diagnostic, quoi, pour reprendre leurs mots. C'est-à-dire aujourd'hui, les patients que je traite viennent d'un territoire, qui est ce qu'il est. Est-ce que ce territoire est plutôt rouge, orange ou vert, quoi, enfin, globalement, pour simplifier. Et après, sur la question de l'impact de l'évolution du changement climatique sur la santé, pour moi, c'est un autre sujet. On peut associer les deux, mais ça complexifie peut-être un peu les choses. Merci. Alors... Voilà, on a 2 questions devant, allez-y. Non, j'aime beaucoup la description de ce qui s'est passé à La Roche-sur-Yon. Donc moi, je me présente Frédéric Leray, je suis responsable de l'exploitation de la data au groupe Crédit Mutuel CIC, à la direction commerciale. Et on se pose la question de monter des projets en local sur l'exploitation donc par des techno-data science de la donnée pour rendre les territoires plus intelligents. J'aime beaucoup l'expérience sur les quartiers de vie prioritaires et je me dis, quand je vois les données qu'on exploite, ça vaudrait le coup d'aller jusqu'au volet quand même économique. Aujourd'hui, le groupe met déjà des informations à disposition du Conseil d'analyse économique pour des études, par exemple, sur les travaux de rénovation énergétique en lien avec les diagnostics de performance énergétique. Donc des ménages qui habitent des passoires thermiques. Et je me dis que ça vaudrait le coup quand même de coupler et de croiser avec, par exemple, tout simplement les soldes des comptes, les difficultés financières rencontrées par les habitants au niveau de l'IRIS. Je pense qu'au niveau de la CNIL ou RGPD, ça pose déjà aucun problème. C'est tentant. Et l'expérience démarre en pilote en poule à Angers. Si on a la possibilité de vous contacter pour acquérir un petit peu de l'expérience, votre savoir-faire sur les difficultés rencontrées pour collecter et consolider les jeux de données, on est preneur, donc déjà.
Bah écoutez, avec plaisir, surtout que sur la partie quartier en transition, effectivement, la ville d'Angers est partie prenante de ce projet et vous avez raison parce qu'aujourd'hui, on va dire que l'élément central des problématiques des îlots de chaleur, c'est que les habitations ne sont pas du tout isolées, ça c'est clair, c'est le premier critère qui revient en premier, donc il y a un gros travail à faire effectivement avec les bailleurs sociaux. Mais aussi cette surexposition sur certains quartiers. Et puis, donc oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, là, cette partie-là, avec plaisir, au contraire. Au contraire. On a énormément de choses en fait à partager. Et juste pour finir sur les diagnostics de performance énergétique, je vous livre juste ce constat. On se rend compte en fait que quand le diagnostic sur une habitation, mais au niveau national, sur un gros jeu de données, finalement s'améliore, eh bien, à terme, on a à nouveau une détérioration de la consommation d'énergie parce qu'acquisition de nouveaux équipements, climatisation, etc. On apprend de plein de choses, et notamment, par exemple, aujourd'hui, que les mesures de DPE ne sont pas très adaptées, quoi. Ouais, mais on pourra en reparler parce que là, on vient de croiser, à La Roche-sur-Yon, on vient de croiser des données avec le CCAS et Enedis pour travailler sur la précarité énergétique. Et là, c'est pareil, on a des résultats assez édifiants. Donc oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vous pourrez échanger vos coordonnées à la fin de la table ronde, monsieur. Bonjour, Dominique Cuglioli, représentant en fait, on va dire du national. En fait, du coup, je travaille à l'assurance maladie, donc à la CNAM. J'ai déjà une première question sur ce que vous entendez par les closed data. Est-ce que c'est donc du coup de faciliter en fait l'accès à nos données à nous, éventuellement aussi en fait les plus faciles d'utilisation? Je suppose que du coup vous êtes en fait intéressé surtout par les données qui concernent votre région et pas forcément par les données en fait de Paris ou du Nord en fait. Et ça c'est une réelle problématique sur laquelle je pense que nous on a en fait à faciliter en fait l'accès à ces données. On a un gros système national, c'est peut-être pas facile du coup en fait après de faire en fait une étude exploratoire sur telle ou telle donnée en fait dans notre gisement. Sur ces closed data, du coup, si je comprends bien, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait, d'une part, il y a un engagement à donner accès en fait aux données, et d'autre part, en fait, à ce que vous donniez aussi accès en fait aux résultats, aux données brutes en fait de vos études, pour qu'on puisse après, par la suite, en fait, les acteurs en fait de la protection sociale en fait puissent les exploiter, si je comprends bien. J'ai bien compris? D'accord. Je me permets juste un mot sur la méthode pour dire que la CNAM a été un partenaire important du programme. C'était ma question complémentaire. Ah oui, non, mais vraiment. C'est dans quelle mesure la CEPAM a été associée? Est-ce que c'était compliqué de les associer? Et qu'est-ce que vous avez pu en fait ensuite parce que je suppose que là-dedans en fait c'est une chose en fait de mettre à disposition des données et de montrer en fait les problèmes qui en sont découlent. C'est encore mieux ensuite si ça fait des campagnes en fait d'action et d'aller vers en fait ces quartiers par la CEPAM. Je travaille pour le système d'information, donc du coup on est en fait peut-être aussi cause en fait d'un des problèmes. Certes, on a rendu beaucoup plus de services en fait d'accès en fait aux données, etc., d'avoir des services en fait plus grand nombre, 24 heures sur 24, etc. Mais pour autant, on a fait participer aussi à des certifications en fait. De l'assurance maladie en fait vis-à-vis en fait des quartiers ruraux et en fait sensibles. Et donc du coup ça m'intéresse de voir s'il y a eu des campagnes d'aller vers en fait de l'humain en fait qui va dans les quartiers en fait là-dessus. Alors avec la CNAM ça a très bien fonctionné puisqu'on a monté une convention justement de partenariat. On a mis à peu près 6 mois à la monter, donc ce qui était assez rapide je trouve. D'accord. Donc vous avez été hyper réactifs, donc vous voyez j'ai tapé un peu sur l'INSEE, mais merci en tout cas. Donc merci beaucoup. Non ça a très bien fonctionné, surtout sur le non-recours à la C2S en fait. C'est surtout là où vous avez été très utile au niveau des données. Donc, si je peux permettre de compléter sur un point qui est important, c'est que quand on travaille à l'échelle des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y a beaucoup de systèmes d'information, de la même manière certainement que sur les sujets de météo qui ont été évoqués, tout un tas d'acteurs qui disposent d'énormément de données. Et quand on monte un partenariat territorial, le problème c'est d'extraire les données sur les périmètres qui sont les périmètres du projet local. Et en l'occurrence, l'une des difficultés majeures qui maintenant est très bien identifiée, et le travail, le lobbying qui a été fait par Réseauville, j'emploie le mot à dessein, l'a révélé, ce que disait Francky, montrer que d'autres données sont disponibles, d'autres données sont possibles que celles qu'on utilise. Ça a consisté à mettre en exergue le fait que sur énormément de sujets, dont ceux ayant trait à la santé,
on n'a pas de système qui permette d'extraire les données sur le périmètre des territoires. Et le travail qui a été fait par la CNAM pour le programme Data et Quartier, ça a été de programmer, de paramétrer des extractions sur mesure pour ce programme, et c'est pour ça qu'il a fallu mettre en place une convention. Et les clauses data, aujourd'hui, je ne sais pas quelles elles seront dans les contrats de ville signés territoire par territoire, mais l'idée c'est qu'ils engagent tous les signataires des contrats pour créer des partenariats de données, en plus du partenariat lié à la politique de la ville. Ce que je peux par contre vous dire, c'est que la circulaire gouvernementale sur l'écriture de ces nouveaux contrats dont la négociation a débuté prévoit très clairement, et c'est une grande première en France, prévoit qu'il y ait des clauses dans les contrats de ville. Donc ça, c'est... Du coup, il va falloir qu'on fasse évoluer le système d'information pour que ça ne soit pas quelqu'un qui fasse en fait, des extractions. En fait, il va falloir quand même qu'on ait des interfaces en fait, plus orientées utilisateurs et qui... Tout à fait. Plus, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question? Alors, allez-y, et on termine sur ce point. Merci. Est-ce que du coup, les CEPAM ont fait des campagnes de aller vers, pour que justement, en fait, on aille un peu plus loin que partager un constat. En fait, voilà, il y a en fait un non-recours en fait là-dessus, et que ces données puissent en fait être moteur en fait d'action en fait pour résoudre les problèmes. Ah non, mais c'est même le but. Alors effectivement, là aujourd'hui, nous, l'expérimentation, c'est un peu arrêté là. Donc on est en train de continuer à travailler même avec les autres centres ressources politiques de la ville, justement pour diffuser ces outils, cette expérimentation, la rendre vraiment concrète. Parce que là, on a un petit peu distillé l'envie. Donc non, au contraire, je pense qu'il faut... il va y avoir beaucoup de communication à faire, diffuser cette culture de la donnée dans les politiques publiques pour l'aide à la décision, vers les élus, bien sûr. Je pense aux élus tout de suite, parce qu'il y a un réel besoin, et l'aller vers reste important, justement pour mettre en place tout ce qu'on peut imaginer autour de la donnée, oui, bien sûr. Et dernière question, est-ce que en fait, la CEPAM vous a demandé en fait, d'accéder des données brutes pour après l'intégrer en fait, dans son système d'information en fait, analytique et décisionnel, ou pour le moment c'est en fait, quelque chose qui en fait, ça c'est plus pour alimenter ma roadmap et voir s'il y a des besoins en fait, potentiels après par la suite. Hein, mais... Non, la convention portait sur le prototype, mais l'intention est bien celle-là, c'est-à-dire que la caisse nationale, puisque la convention a été signée au niveau de la caisse nationale a soutenu le projet dans les 78 QPV de Bretagne et Pays de la Loire, en se disant si ça fonctionne et que le prototype nous donne la possibilité ensuite d'aller faire de la prévention vers les personnes qui sont en situation de non-recours, c'est un enseignement intéressant qui pourrait donner lieu ensuite à une généralisation et effectivement aller vers les habitants des quartiers qui sont aujourd'hui mal protégés pour leur santé. Merci à tous. Ne quittez pas la salle. Nous allons avoir maintenant une conférence sur l'open data. Donc, c'est Samuel Guetta qui va s'exprimer devant nous et qui, lui, nous expliquera pourquoi toutes ces données, in fine, doivent être disponibles pour le bien-être de nos concitoyens. Merci.